Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello les filles! Aujourd'hui, je vous fais un nouvel épisode de podcast sur un sujet qui n'est pas très léger, je vous avoue, mais il faut absolument en parler. Ce sujet, ce sont les violences que les femmes subissent. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'en ai été la victime. Je sais donc de quoi je parle. Je ne sais pas si j'ai plus de légitimité qu'une autre à en parler, mais j'ai ce besoin d'en parler et je me dis que si je peux faire avoir ce déclic pour ne serait-ce qu'une d'entre vous, eh ben, j'aurai déjà tout gagné. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode sur les violences. Alors on va commencer par la violence physique. La violence physique, on parle de violence physique quand il y a usage de la force physique ou menace d'utiliser la force physique. Donc n'oubliez jamais que la violence physique, ce sont aussi les menaces de vous violenter. La menace d'utiliser la force physique pour contraindre la victime à faire ce que souhaite l'agresseur. Ça restreint votre liberté de déplacement peut-être, pour vous faire souffrir, pour vous faire peur, pour vous humilier. La violence physique, il peut y avoir des dommages corporels, il peut ne pas y en avoir. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai mis longtemps à le comprendre aussi. Souvent, on se dit la violence physique, c'est quand on a pris un coup de poing dans la tronche. Une claque, qu'on nous a donné des coups de pied. En fait, ce qu'on voit dans les médias, dans les films. Sauf que la violence physique, c'est pas que ça. Malheureusement, oui, c'est menacer des femmes avec des armes, c'est les étrangler, c'est menacer de la tuer, de blesser les animaux de compagnie ou des personnes de la famille. Mais c'est aussi tenir la main dans la rue tellement fortement que ça nous en fait mal. Parce que il ne faut pas lâcher la main de la personne quand on est avec lui. C'est avoir la main sur la cuisse et qu'on nous tienne la cuisse tellement fortement que on n'a pas forcément des bleus, quoique. Ça m'est arrivé d'avoir des bleus sur la cuisse parce qu'on me serrait la cuisse si fort que ma peau, mon corps a réagi. Mais c'est aussi enfermer la victime, l'empêcher de sortir, la retenir. Juste. Oh, voilà, juste. Ce mot que je supporte plus, et je le dis moi-même. C'est bousculer la personne. Bousculer la personne, c'est aussi simplement la croiser et lui mettre un coup d'épaule. Ça peut être droguer la personne. Ça, c'est de la violence physique. Ça peut être casser des choses. Un homme qui vient péter un truc qui vous appartient ou pas chez vous ou ailleurs,
parce qu'il pète un plomb, qui vient balancer un truc parce que il se met en colère, même si ça casse pas, hein, ça peut être j'arrive, je balance mon sac parce que je suis pas content que t'aies pas fait le ménage, ou justement parce que je suis pas content, t'as fait le ménage mais c'est pas fait comme je l'aurais envie. Eh bien ça c'est de la violence physique. Donner un coup de poing dans un mur ou un coup de pied, c'est aussi de la violence physique, même s'il ne nous est pas adressé. Et ça, pendant des années, j'en avais pas conscience. Et du coup, quand on prend conscience de ça, eh bien, oui, j'ai pas été une femme avec des bleus sur la tronche. Mais je suis victime de violences physiques. Donc réfléchissez bien, prenez le temps peut-être de réfléchir à tout ça au fil du podcast, et une fois que vous l'aurez écouté, sans doute, il y a peut-être des choses qui vous reviendront. Ensuite, je vais vous parler de la violence psychologique. La violence psychologique, c'est le fait pour l'agresseur d'envoyer à la victime ou à son entourage des signes, des messages qui visent à provoquer la peur, à provoquer l'humiliation ou un sentiment d'infériorité, de dévalorisation, l'impression d'être en danger ou toute autre forme de détresse psychologique. Tout cela, c'est la violence psychologique. Et elle peut être faite par téléphone, par messagerie, par mail, par réseaux sociaux, par face à face. Ça peut être du harcèlement, de la manipulation, une manifestation excessive de la jalousie, des menaces de suicide. Et ce que je vous disais tout à l'heure, des violences verbales. Ça peut être insidieux, ça peut être tout à fait manifeste. J'en parlerai après. Ça peut être des humiliations et tout autre comportement qui vise à vous effrayer, à vous terroriser. Et souvent, la violence psychologique s'accompagne d'autres violences. Et en fait, cette violence psychologique, elle contribue à l'emprise que cet homme a sur vous. Et ce qu'il faut vraiment que vous entendiez là, c'est que la violence psychologique, elle a de graves conséquences. Et des graves conséquences à long terme. Et ça peut même être encore pire que les blessures physiques. Parce que, évidemment, que quand on a des blessures physiques, ça fait très mal, qu'on perd confiance en soi, etc. Mais la violence psychologique, on perd réellement, complètement, la confiance qu'on a en soi, l'estime qu'on a de soi. On perd parfois aussi sa capacité à faire ses propres choix. La violence psychologique, ça peut être un homme qui suit sa victime partout, qui essaye de contrôler ses comportements, qui intimide sa victime. La violence psychologique, je m'arrête là-dessus, c'est isoler aussi la victime de sa famille, de ses amis. On ne s'en rend pas forcément compte, mais au fil du temps, eh bien, les amis s'éloignent ou est éloigné.
la famille est éloignée. La violence psychologique, c'est aussi mettre les enfants à dos ou manipuler les enfants de façon à ce que le partenaire elle soit mise en porte-à-faux. Ça peut être priver aussi la victime d'informations ou lui donner des mauvaises informations. Ça peut être d'aller choper, ça je le répéterai jamais assez parce que je l'ai fait, de donner ses mots de passe à son conjoint, à son concubin. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on donne le mot de passe de sa boîte mail, de son compte, de ce que vous voulez. Ne donnez jamais votre mot de passe à votre conjoint. La violence psychologique, c'est aussi de menacer la victime de rendre des documents privés, des vidéos, des documents intimes, ce que vous voulez. C'est aussi menacer de répandre des rumeurs sur cette victime, de la rabaisser. Ah, mais qu'est-ce que t'es moche, ah, mais t'es con de dire ça, non mais franchement, t'es incompétente. Je m'arrête là-dessus parce que des milliers de fois, j'ai entendu mais non, mais il rigole. Utiliser l'humour, même pour ce genre de phrase, c'est de la violence psychologique. Oh, mais tu vas pas sortir comme ça, ma chérie. Non, mais c'est pas possible. Oh là là, on dirait un gros cochon. Ah 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 ah. C'est hyper drôle. Hyper drôle. Non, mais je rigole. Sauf qu'en fait, quand c'est fait à répétition, sous forme d'humour, eh bien vous finissez quand même par le croire, que vous êtes moche, que vous êtes con, que vous n'êtes bonne à rien, que vous ne servez à rien. Au fil du temps, vous finissez par le croire. Et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Seule personne qui est moche, qui est stupide, qui est sans valeur, c'est bien lui. La violence psychologique, c'est aussi remettre en question les perceptions, la mémoire, le jugement, les opinions. Mais non, mais tu peux pas penser comme ça, mais c'est pas possible. On peut pas penser comme ça, de cette façon. Ou mais tu te souviens plus, j'avais dit ça. Ou alors, non mais ta montre, tu l'as égarée, mais c'est pas possible. Moi, je me suis rendu compte que, en parlant de montre, j'ai cru pendant longtemps que j'avais perdu une montre. Et puis le jour du déménagement, cette montre est réapparue dans l'un de mes tiroirs. Et je peux vous assurer que ce tiroir, je l'avais fouillé, refouillé. Et que cette montre n'était pas dans mon tiroir. Et donc, je me suis rendu compte que, au fil du temps qu'on avait passé ensemble, mais il m'a fait croire des choses. Et il m'a fait croire que j'étais folle et que je perdais des trucs. Et en fait, c'était pas moi du tout qui perdais ces choses. C'est lui qui me faisait croire ça, pour me mettre encore en état de dépendance et pour me faire croire que c'est moi qui pétais un plomb, que je perdais la mémoire, que je savais plus ce que je faisais n'importe quoi. Putain, mais t'as encore perdu ta montre, mais c'est pas possible, t'as encore perdu tes clés de voiture, t'as encore perdu ci ou ça. Et en fait, non, pas du tout. La violence psychologique, c'est aussi menacer de faire du mal aux animaux de compagnie qu'on a. Menacer de nuire aux membres de la famille, aux enfants. Et c'est aussi
ça c'est horrible. Humilier la victime devant ses amis, devant sa famille ou en public. Et j'ai tellement eu cette violence-là d'être rabaissée devant des amis, des copains, de la famille. Et qu'en fait, vous n'osez rien dire. Parce que vous vous dites, bah oui, il a raison. Non, mais c'est moi encore. Eh bien non. Et si c'est le cas, gardez toutes les preuves. Les SMS, les messages sur le répondeur, les mails, les lettres, les photos, les messages. Tout ça, vous le gardez. J'aborde maintenant la violence sexuelle. Je crois que c'est la plus compliquée à divulguer. J'ai fait un épisode là-dessus en expliquant justement que quand je suis allée porter plainte, c'est le gendarme qui m'a ouvert les yeux là-dessus en me disant « Mais madame, vous êtes victime de viol conjugal ». Je savais bien que c'était pas moi qui étais folle, c'était pas moi qui avait un problème avec le sexe. Et j'en ai pris conscience uniquement le jour où le gendarme a posé ce mot de viol conjugal. Donc je vous rappelle quand même la définition de la violence sexuelle. Donc la violence sexuelle, c'est l'imposition de pratiques sexuelles auxquelles la victime ne consent pas ou dont elle ne comprend pas la signification en raison de son âge ou de son état mental. La violence sexuelle, c'est aussi les menaces de violence sexuelle et de divulgation publique de contenu sexuel concernant la victime. Toute forme de viol, d'agression sexuelle, d'abus sexuel, de harcèlement quotidien est de la violence sexuelle. Elle inclut toute action qui restreint l'autodétermination sexuelle d'une personne. Et je sais que ce n'est pas facile de parler de ça. Mais il y a des endroits, des numéros que vous pouvez appeler. Le 3919, vous pouvez l'appeler pour vraiment aborder cela avec des personnes qui n'en parleront pas et qui vous aideront à gérer ça, à porter plainte si vous le souhaitez ou à faire le cheminement vers le fait de porter plainte. Donc quand vous êtes victime de violences sexuelles, c'est que on a fait pression sur vous pour avoir une relation sexuelle alors que vous n'aviez pas envie, alors que vous aviez signifié que vous ne souhaitiez pas. Je rebondis là-dessus parce que du coup j'en ai discuté avec le gendarme et en fait je lui disais que je ne le disais plus au conjoint avec qui j'étais à l'époque. Parce qu'à chaque fois que je lui disais que je ne voulais pas, ça se retournait contre moi. De toute façon, tu veux jamais, de toute façon, tu n'as jamais envie de moi, de toute façon, ci, de toute façon, ça. Donc j'avais fini par ne plus rien dire. Et, comme on dit vulgairement, faire l'étoile de mer. Parce que je préférais vulgairement qu'il me baise un bon coup. Ça durait 2 minutes. Il avait tiré son coup. C'était fait et moi j'étais tranquille. Plutôt que d'avoir la gueule et d'avoir peut-être d'autres violences. Et c'est pour ça maintenant que je me rends compte, parce qu'en fait j'avais peur. Et que plutôt que d'avoir peur
je préférais passer 2 minutes horribles plutôt que d'avoir peur pendant après 24 heures derrière. La violence sexuelle, c'est aussi pousser quelqu'un à avoir une relation sexuelle qui ne soit pas protégée ou lui imposer des relations sexuelles avec d'autres personnes. La violence sexuelle, c'est infliger des caresses, des attouchements qu'on ne veut pas. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas que l'acte sexuel, que la pénétration. Lorsque un homme vous met les mains aux fesses, qu'il vous caresse la joue, qu'il vous embrasse alors que vous ne le voulez pas, qu'il soit votre conjoint ou non, c'est de la violence sexuelle. La violence sexuelle, c'est aussi contraindre sa victime au voyeurisme. Si vous n'avez pas envie d'aller voir, par exemple, de regarder du porno, mais qu'on vous y oblige, c'est de la violence sexuelle. La violence sexuelle, c'est aussi prendre des photos ou des vidéos à caractère sexuel sans son consentement. Je rebondis là-dessus parce que pendant plusieurs mois, j'ai eu le droit à, de toute façon, toutes les femmes ont envie d'être prises en photo nue, toutes les femmes ont envie de faire des photos, et t'es quand même vraiment très bizarre, y a que toi qui veux pas être prise en photo de nu avec un photographe, franchement, t'es vraiment pas comme les autres. Sauf que je n'ai jamais eu envie d'être prise en photo quand j'étais nue ou pendant l'acte sexuel. Jamais. Mais je l'ai fait parce que j'étais contrainte. Parce qu'à force de m'entendre dire « Non mais c'est bon, tout le monde fait ça, toutes les femmes font ça », j'ai fini par croire que j'étais pas comme les autres. J'ai fini par croire que j'étais complètement à côté de la plaque et que c'est cet homme qui avait raison. Être victime de violences sexuelles, c'est aussi quand on nous empêche ou quand on nous force d'utiliser un moyen de contraception. Et puis, c'est enfin tenir des propos humiliants ou déplacés à caractère sexuel en présence de sa partenaire. Et ça, j'en ai eu des tas de propos humiliants à caractère sexuel. J'entendais une femme il n'y a pas longtemps me dire bah oui, bah moi pendant des années, à chaque fois que j'allais chez l'esthéticienne, il me demandait de revenir avec les initiales de son prénom sur mon sexe parce que j'étais à lui. Et il fallait absolument que je fasse faire un petit F sur mon sexe. Et elle me dit, bah, c'est une chose que j'ai réussi à ne jamais faire parce que je trouvais ça ridicule, il en était hors de question, sauf que j'y avais le droit à chaque fois que j'allais chez l'esthéticienne. Ah, bah t'as pas fait le petit F sur ta foufoune, ma chérie. Ah, bah dommage, hein. Et ça, c'est de la violence sexuelle. J'espère que vous tenez le coup, parce que je suis obligée de continuer. Maintenant, on va passer aux violences économiques. Celles dont on parle moins,
moins souvent, mais qui sont bien présentes. Les violences économiques, c'est quand l'agresseur impose à la victime des contrôles, des restrictions abusives sur l'usage de ses revenus, de ses biens, des réflexions sur ce qu'il achète, sur la gestion des comptes communs, que c'est mal fait, de votre faute. Quand l'agresseur gère tout seul les comptes et que vous ne pouvez plus y avoir accès. Quand ce n'est absolument pas égalitaire dans la gestion justement de ce que vous mettez par exemple sur les comptes communs, que vous décidez que vous gagnez à peu près la même chose tous les deux, vous mettez la même chose sur le compte commun. Vous décidez que monsieur ou madame gagne un tiers de plus, elle va verser peut-être un tiers de plus de ce que vous mettez. Ça doit être posé en amont. Mais il ne faut pas que madame, finalement, doive renflouer les comptes tous les mois parce que il n'y a plus de sous sur les comptes, mais que ce soit madame exclusivement. Il ne faut pas que madame paye, par exemple, on décide d'aller se faire un concert, c'est madame qui paye pour les petits extras, un resto, un cadeau, ou que ce soit madame qui fasse tout le temps les cadeaux ou les achats pour les enfants. Ou, non, mais le jardin, ça m'intéresse pas, hein, donc je vois pas pourquoi je paierais pour acheter des plantes dans le jardin. Ça, c'est de la violence économique. La violence économique, c'est aussi utiliser frauduleusement des possessions de la victime ou de la famille de la victime à des fins personnelles. C'est voler la victime. C'est dissimuler des fonds, des biens. Par exemple, si vous soupçonnez votre conjoint d'avoir des comptes ailleurs, vous pouvez demander à l'avocate, l'avocat ou à la notaire ou au notaire de vérifier s'il n'y a pas des comptes ailleurs, si vous êtes, si vous devez partager tout ça et que vous êtes en couple. Donc votre conjoint doit pas prendre votre argent. Il ne doit pas contrôler vos revenus. Il ne doit pas accéder à vos comptes sans votre consentement. Il ne doit pas prendre ou contrôler toutes les décisions concernant les fonds et les biens communs. Il ne doit pas refuser de vous donner de l'argent. Ou vous obliger à rendre compte de tout ce que vous dépensez. Si vous faites les courses et qu'à chaque fois que vous faites les courses, votre conjoint vous dit « Non mais ça va pas, t'as vu tout ce que t'as dépensé, à cause de toi, on est dans la merde, c'est pas possible. » Sauf qu'en fait, il a jamais fait les courses de toute sa vie, qu'il sait pas combien ça coûte, que vous faites absolument pas d'excès, mais que le prix de la vie a juste augmenté. Je pense que ça, on en a toute conscience. Et qu'on est quand même beaucoup plus à faire les courses que monsieur, malheureusement, eh bien ça, c'est aussi de la violence économique. La violence économique, c'est aussi d'empêcher la victime de travailler pour qu'elle devienne forcément dépendante. C'est manipuler aussi la victime ou la contraindre à contracter un prêt, à vendre un bien qui lui appartient. La violence économique, c'est aussi rendre la victime responsable de toutes les factures et des dettes communes ou des dettes de l'agresseur. Je pense à ça parce que, par exemple, si vous vous séparez, que vous divorcez et que vous vendez la maison, il va y avoir des DPE, des frais de ménage, etc. ou autres.
eh bien, ce n'est pas à vous uniquement de payer tout ça. Vous allez, dans ces cas-là, vous n'aurez sans doute pas d'autre choix que d'avancer les frais. Et je sais à quel point c'est dur de tout avancer quand la personne ne paye pas. Mais dans ces cas-là, allez devant le juge, prenez un avocat, gardez toutes les factures de ce que vous avez payé toute seule et vous serez remboursé. Parce que ça fait partie de la loi, c'est un droit. Vous ne devez pas payer seul tout ça. Et un dernier exemple, la violence économique, c'est aussi quand on se fait passer pour la victime pour accéder à vos comptes ou obtenir un crédit. Aucun agresseur n'a le droit d'accéder à vos comptes sans votre accord. Ne l'oubliez pas. Donc voilà les 4 grands types de violences, mais je vais en rajouter quelques-unes. La négligence. La négligence est une forme de violence. La négligence, c'est une forme de violence dans laquelle l'agresseur s'abstient de prodiguer à la victime les soins qui lui sont dus, en raison d'une maladie, d'un handicap, de l'âge ou de toute autre circonstance. Il y a le harcèlement, qui est une forme de violence, qui consiste à imposer à la victime délibérément et de manière répétée une présence non souhaitée, une surveillance, des intimidations, des limitations de sa liberté dans tout déplacement, tout ce qui n'est pas désiré par la victime. Les cyberviolences, on n'en parle pas assez, mais elles sont commises via les téléphones portables, les messageries, les forums, les chats, les jeux en ligne, les courriers électroniques, tout ce qui est partage de messages violents, dégradants, de contenu. Et je rajouterais aussi de messages répétés. De messages répétés parce que ce n'est pas normal de recevoir 10, 15, 20, 30 messages par jour. Et que quand vous ne pouvez pas répondre, que vous êtes au travail, que vous ne souhaitez pas répondre, eh bien, c'est pire. Parce que vous avez la gueule à la maison, parce que vous devez rendre des comptes, parce que vous n'avez pas répondu, parce que vous ne répondez pas tout de suite, donc vous avez d'autres messages, parce que vous ne répondez pas aux messages, donc vous avez des appels, parce qu'on vous demande de vous localiser, ce genre de choses. Tout ça, c'est de la violence. Et il y a 2 autres violences sur lesquelles je voudrais partager avec vous, c'est la violence sur la parentalité. Lorsqu'il y a séparation, et même parfois avant, il y a souvent ce type de violence, sur le fait, cette violence qui consiste à dévaloriser la victime sur son rôle de père ou de mère. Alors là, j'accentuerai sur le rôle de mère, évidemment. Et la personne va multiplier les actions en justice pour avoir la garde, l'autorité, faire appel, avoir des paroles, des faits complètement hallucinants, dévaloriser le parent. Ça peut être aussi forcément de dire des phrases horribles sur la maman, d'aller inventer des trucs sur sa capacité
à gérer les enfants, à les éduquer. Ça peut aller jusqu'à l'enlèvement des enfants et de les embarquer et puis de ne pas les ramener. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la violence sur la parentalité. Et je finirai par la violence domestique. Ce que moi j'appelle la violence domestique, j'en ai un petit peu parlé justement tout à l'heure sur les courses, et qui était liée à la violence économique de putain, t'as fait les courses, voilà, on est à cause de toi, on n'a plus rien, il reste plus de sous sur les comptes parce que tu dépenses à tout va. Mais la violence domestique, c'est aussi dans le fait où on parle beaucoup de charge mentale chez les femmes, et en fait c'est de la violence domestique dans l'idée où l'homme ne va pas faire grand chose ou rien à la maison en termes de charge de ménage, etc. Ou de gestion. Je crois qu'on est toutes conscientes que d'emmener les enfants chez le médecin, de faire les rendez-vous orthophonistes, ophtalmo, etc. Et dans les tâches ménagères, que ce sont souvent les femmes qui gèrent tout ça. Si c'est ok que les tâches sont partagées ou que c'est ok pour vous de faire toutes les tâches ménagères et que monsieur gère autre chose, c'est ok parce qu'il y a de l'égalité là-dedans. Par contre, si monsieur ne fait absolument rien et que quand il vide les poubelles, il vous sort que c'est bon, déjà j'ai vidé les poubelles, tu peux faire le reste, ou que quand il rentre à la maison parce qu'il est parti faire une sortie vélo de 4 heures comme tous les dimanches et que vous, pendant ces 4 heures, vous avez passé votre temps à faire le ménage et que quand monsieur rentre, il n'est pas content parce que le ménage n'est pas fait comme il le souhaiterait et qu'il pète un plomb et qu'il balance tout par terre et que du coup, vous venez de passer 4 heures à faire le ménage, à passer l'aspirateur et à faire la serpillière et qui rentre avec ses chaussures dégueulasses et qu'il en a rien à foutre dans la maison, là, c'est de la violence domestique. Quand monsieur ne fait pas à manger, qu'il ne sait pas se faire cuire des pâtes et qu'il vous envoie balader parce que ce que vous avez fait à manger, c'est dégueulasse ou parce que vous faites tout le temps la même chose à bouffer et que ça ne lui plaît pas, mais que de toute façon, le jour où vous faites quelque chose de différent, ça ne lui plaît pas non plus, c'est de la violence domestique. C'est vraiment une forme de violence conjugale. C'est aussi de la violence psychologique, évidemment. Mais c'est aussi de la violence domestique. Donc voyez aussi que souvent les violences ne sont pas toutes seules. C'est-à-dire que la violence psychologique est très souvent associée à de la violence physique, que la violence physique est très souvent associée à de la violence sexuelle, etc. Que pour le coup, la personne avec qui j'ai vécu m'a fait subir toutes ces violences. Donc, c'est pas pour vous dire que j'ai beaucoup plus de légitimité par rapport à quelqu'un qui a vécu de la violence psychologique uniquement. C'est simplement pour vous dire que je sais ce que c'est, que je sais ce que vous avez vécu, que c'est pas facile de partir, mais que la seule façon de vous en sortir, et je ne le répéterai jamais assez, la seule façon de vous en sortir, c'est de fuir, de tout quitter. Il y a des aides, il y a le 3919 dont je vous parlais dans le début de cet épisode, il y a des associations type Citadelle sur Nantes par exemple. Il y a plein d'aides et si vous ne savez pas comment faire, appelez Citadelle, appelez le 3919, laissez-moi un message, je pourrais peut-être vous aiguiller, vous aider. Mais ne restez pas seul. Si vous ne pouvez pas appeler, trouver un moment où, je ne sais pas, aller à la pharmacie quand il n'est pas là, prenez rendez-vous chez le médecin, parlez-en. Je sais que ce n'est pas facile, mais
Je le répète encore une fois, la seule solution que vous avez, c'est de fuir. Et vous retrouverez votre liberté peu à peu, votre autonomie, votre confiance en vous, votre estime de vous, votre indépendance. Et je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il aura ouvert certaines consciences. Il m'aura fallu du temps, mais j'ai retrouvé ma liberté, ma condition de femme. Je reviens petit à petit. Il faudra du temps, pour vous aussi. Mais on a toute la vie devant nous. On a toute la vie devant nous pour nous reconstruire. Et que vous ayez 17 ans, 25 ans, 40 ans, 75 ans, ne restez pas avec un agresseur avec vous. Ne le laissez pas vous détruire plus. Le problème ne vient pas de vous. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est lui, pas vous. Le problème, c'est lui, pas vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast et n'hésitez pas, si vous avez envie de m'envoyer des messages, faites-le. Retrouvez-moi sur Merci Mec sur Insta, sur Facebook, mais je vous répondrai. Promis, je vous répondrai.